Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour Business Matin Annonce. Intégrer le numérique au cœur de votre activité permet d'améliorer votre productivité, vos ventes, votre croissance, votre management collaboratif et votre relation client-usager. Dans cette émission totalement dédiée au monde de l'entreprise, nous parlerons de maturité numérique avec nos invités. Et vous comprendrez que la transformation numérique n'est pas un choix, mais un véritable projet structurant au service du développement de votre entreprise. Vous voulez en savoir davantage? Restez des nôtres. Je reçois pour ce numéro de Business Matin Annonce deux invités qui interviennent dans le cadre de Africa Digital Week. Et il s'agit de Thierry Colatrella, directeur des activités conseil pour l'Afrique francophone subsaharienne, KPMG. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour Monsieur Tebe. Et bienvenue dans notre studio. Merci. Le deuxième invité est Mamadou Naon, président du club des DSI, directeur des systèmes d'information. C'est bien cela? Tout à fait. Bonjour Monsieur Naon. Bonjour Monsieur Tebe. Et bienvenue. Merci. Première question pour planter le décor, je commencerai par vous, Monsieur Thierry Colatrella. C'est quoi la maturité numérique? Alors dans maturité numérique, il y a deux choses. Il y a maturité et numérique. Alors déjà, la maturité, c'est où est-ce que nous en sommes sur une échelle qui va de pas du tout mise en place à extrêmement performante. Et numérique, c'est où en est la transformation numérique de mon entreprise. Donc, quand on parle de maturité numérique, c'est de se dire finalement où en sont les entreprises ivoiriennes, puisqu'aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire et qu'on s'adresse à ce public, en matière de transformation digitale. D'une manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que le bilan est totalement contrasté parce que même si on est encore qu'au balbutiement de la transformation numérique, il y a quand même des secteurs qui sont un peu plus avancés que d'autres, notamment le secteur financier, et je pense aux banques et aux assurances notamment, ainsi que le secteur des technologies, des telcos, qui lui est très avancé. Autrement, pour les autres secteurs, c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont pris conscience que, notamment avec la maladie de la Covid, si vous voulez, de la pandémie de la Covid, il était totalement nécessaire de pouvoir dématérialiser un certain nombre de services parce que les employés ne pouvaient plus aller directement travailler sur leur lieu de travail, que les usagers ou bien les clients des entreprises ne pouvaient plus forcément se déplacer, et donc il fallait faire un certain nombre de choses de manière digitale en utilisant des ordinateurs, des smartphones ou tout autre outil qui permettent des communications faciles. Mamadou Naon, oui. Quelle idée avez-vous de cette expression, de cette thématique? Cette thématique, comme expliqué par M. Colatrella, c'est que la maturité, effectivement, c'est une échelle. Et le numérique aujourd'hui, tout comme le digital, exprime quasiment les mêmes environnements, je dirais. Et en termes de... Je n'en dirai pas plus parce que M. Colatrella a bien planté le décor concernant le niveau de maturité. Les secteurs aujourd'hui qui tirent un peu les autres secteurs, la banque, assurance et les télécoms. Et il faut dire que dans d'autres secteurs aussi, il y a des initiatives intéressantes en termes de maturité de la transformation digitale, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un certain nombre de systèmes d'information, de gestion intégrée. Systèmes intégrés de gestion. Les fameux SIG que nous avons au niveau de l'administration, qui sont quand même des initiatives intéressantes en termes de maturité numérique. Il faut en tenir compte. Ce sont de bonnes initiatives en termes de dématérialisation des processus métiers que nous connaissons. Et même si nous n'en sommes pas à des niveaux où les métiers sont dématérialisés, c'est-à-dire qui offrent des services numériques un peu à tous les usagers, mais déjà en termes d'outils d'aide à la délivrance de certains services, nous avons quand même quelques services qui sont dématérialisés. Donc il y a des initiatives en Côte d'Ivoire au niveau des administrations, au niveau des entreprises privées. Et il faut dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Ce que je peux dire en termes de maturité et en termes de
de transformation numérique. Et comment faire un diagnostic de maturité numérique? Mais comment faire un diagnostic de maturité numérique? Je pensais tout à l'heure à mettre en place des échelles, comme nous avons dit, en termes de maturité numérique, partir d'un niveau de maturité qui est à peine défini, qui est, comme on le dit, qui est initial, et passer à un niveau qui est reproductible, ensuite passer à un niveau qui est défini, un niveau qui est maîtrisé et un niveau qui est optimisé. Ce sont des échelles classiques en termes de maturité. Mais il y a d'autres alternatives qui permettent quand même de pouvoir mesurer cette maturité-là, ce sont les benchmarking. Benchmarking, une comparaison entre nos pratiques, entre les différentes pratiques, et voir les écarts et voir comment est-ce qu'on peut les combler. Nous prenons un exemple simple, par exemple le data center. Le data center est essentiel en termes de services cloud, est essentiel en termes de numérique, on pourrait le dire, l'hébergement des applications ou de certains services. Et en termes de data center à Côte d'Ivoire, nous avons une avancée notable par rapport aux pays de la sous-région. Les différents opérateurs ont leur data center, il y a des administrations même qui ont leur data center, et sans oublier le fait que d'autres opérateurs qui ne sont pas très connus en Côte d'Ivoire ont des data centers ici en Côte d'Ivoire. Donc en termes d'éléments de mesure, la Côte d'Ivoire sur certains aspects est en avance. En termes d'infrastructures notamment, beaucoup en avance. Même en termes, au niveau des télécommunications, nous sommes à la 4G. La 4G, la 5G n'est pas encore aussi popularisée à travers le monde. L'opportunité de la 5G, c'est par rapport aux objets connectés et comment surveiller un peu tout ce qui est lié à la domotique, à la surveillance, tout ce qui embarque un peu de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en retard dans certains domaines. Mais dans d'autres domaines, il va falloir faire des efforts, surtout dans le domaine agricole, le domaine industriel. Il y a des efforts à faire. Puisque nous parlons d'écarts, vous avez parlé de méthodes, de mesures. Ce sont des écarts par rapport aux autres bonnes pratiques. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la compagnie ivoirienne d'électricité qui surveille son réseau d'énergie grâce aux drones. Des drones qui envoient des informations. Donc, nous sommes en plein dans le digital, dans les services basés sur le digital. Donc, nous avons des éléments de comparaison. Thierry Colatrella, vous avez signalé tout à l'heure qu'on était encore au bas de l'échelle. Est-ce qu'on peut parler de diagnostic aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un diagnostic? Alors oui, on peut, en tout cas, on a les éléments pour pouvoir construire un diagnostic. Les résultats de ce diagnostic, on le connaît, c'est qu'on est au début, donc forcément la maturité n'est pas très élevée. Mais quand on fait un diagnostic, bon, que l'on prenne des référentiels connus ou qu'on fasse du benchmarking, comme l'évoquait Monsieur Naon, il y a des éléments à prendre en considération. Et parmi ces éléments, sans être exhaustif évidemment, le premier élément, c'est la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, où est-ce que l'entreprise veut aller ? Quelle est sa vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans? Et quand je dis ça, c'est extrêmement ambitieux parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement et avoir une vision à 10 ans, c'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ambition, mais on sait très bien que ça ne se réalisera pas. Donc déjà, savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est déjà compliqué, mais il faut quand même avoir une vision parce qu'au moins, ça permet de mettre une énergie, de mettre en place des systèmes et puis d'accompagner ce changement. Donc premier élément, c'est la stratégie. Et cette stratégie, donc on va pouvoir après la mesurer, alors soit en faisant du benchmark par rapport à d'autres entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs dans le monde, et c'est toujours intéressant de pouvoir comparer. Après, une fois que vous avez mis en place une stratégie, quand vous voulez faire une transformation digitale, il va falloir que vous changiez vos processus, c'est-à-dire la manière dont votre entreprise est organisée. Et une fois que vous avez mis en place des processus, il va falloir mettre en place un système d'information qui va pouvoir répondre au bon fonctionnement de ce processus. Mais, élément supplémentaire, vous ne pouvez pas faire ça sans avoir des hommes
qui vont pouvoir utiliser cette nouvelle façon de travailler de manière efficace. Et on a une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est quand même le facteur humain, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà en Côte d'Ivoire, bon, malheureusement, avec les crises successives, il y a eu un système éducatif qui a été en jachère pendant une vingtaine d'années, donc qui nous pose un certain nombre de problèmes, bon, qui se rattrape un peu dans le temps, mais qui est quand même un problème de fond, mais qui est conjugué à un autre élément qui va certainement atténuer le premier, c'est qu'on a les nouvelles générations, les générations X et Y, qui ont été élevées avec des smartphones, des tablettes, et finalement ces gens-là, ils sont très agiles en matière d'utilisation de technologie. Donc si vous voulez, le handicap qu'il pouvait y avoir sur la formation que j'évoquais précédemment est compensé par cette agilité numérique dont disposent les nouvelles générations, et ça c'est un élément important. Et puis enfin, autre élément qui doit rentrer dans l'analyse, à mon sens, de la maturité numérique, c'est la recherche d'alliances. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler seul. Si je prends simplement, bon, je vais prendre un exemple, l'exemple des banques, dont le métier principal, bon, un des métiers, on va dire, principaux, était d'accorder des prêts à leurs clients, dans le cas de la banque traditionnelle, hein, bien évidemment, banque de détail. Aujourd'hui, c'est plus suffisant, parce qu'il y a une concurrence de fintech, on a une concurrence de banques en ligne, on a une concurrence d'acteurs de téléphonie qui se transforment en banque. Donc ils doivent se transformer. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le customer experience ou l'expérience client, qui doit permettre de définir ce qu'attendent des strates de population, on appelle des personas en marketing, hein, c'est des groupes d'individus qui ont des caractéristiques communes. Vous pouvez avoir le couple avec des jeunes enfants, la femme seule qui élève des enfants, des personnes âgées. Et donc, ce que doit faire la banque, c'est apporter des solutions aux problèmes qu'ont ces gens-là, pas simplement des prêts. Les prêts sont des sous-jacents. Exemple, vous avez une famille qui est composée de 2 enfants, jeunes familles, bon, voilà, qui n'ont pas de maison. L'accession à la propriété est quelque chose d'important. Et la banque ne doit pas simplement se contenter d'apporter le prêt. Idéalement, elle doit apporter un catalogue de promoteurs qui vont proposer des solutions immobilières, et le prêt ne sera que le sous-jacent qui accompagnera ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire des alliances. On a la même chose pour les études. La banque doit accompagner aussi dans les études des enfants, financer les études, mais proposer les écoles. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Voilà. Et on voit que les métiers changent. Les métiers changent, les métiers évoluent. On parlait de la maison tout à l'heure. C'est un projet qui m'intéresse tout particulièrement, d'accession à la propriété. Et je me rendais compte que si vous voulez une maison qui est équipée de domotique, c'est-à-dire dans laquelle on a mis de l'informatique pour faciliter l'usage de la maison, eh bien le métier d'électricien traditionnel ne suffit plus. Il suffit plus de tirer des fils avec du courant de 220 volts avec une phase, un neutre, ou 3 phases, un neutre et une terre. Non, aujourd'hui, on est obligé d'avoir des câbles bus qui accompagnent, c'est du courant de très basse tension, qui vont faire circuler des informations à l'intérieur pour pouvoir commander des actionneurs. Donc c'est un mélange aujourd'hui d'informatique, de technologie, et combiné à de l'électricité. Donc vous voyez, les métiers là encore évoluent. Et donc, quand on veut faire notre maturité numérique, on doit tenir compte de la stratégie, on doit tenir compte des processus, on doit tenir compte des systèmes d'information, on doit tenir compte de l'aspect social, c'est-à-dire des hommes qui travaillent dans l'entreprise, et des alliances que l'on peut faire. Dites-nous, à ce niveau-là, et puisque vous avez élaboré tout cela, qu'est-ce qu'on recherche? Que mesure-t-on dans un diagnostic de maturité? L'idée, c'est de se dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces thématiques? Voilà où en sont les meilleurs. Enfin, est-ce qu'on veut vraiment être là où sont les meilleurs? Parce qu'on ne cherche pas forcément à être les meilleurs sur tout. On veut simplement peut-être être les meilleurs. Il faut non plus être le dernier. Il ne faut pas être le dernier, mais rien ne sert de vouloir être le premier partout, parce que ça peut coûter cher et pas forcément rapporter ce que l'on attend. Parce qu'il y a quand même une finalité dans l'entreprise, une raison d'être, qui est aussi de gagner de l'argent. Au-delà des aspects sociaux qui aujourd'hui, environnementaux, qui sont des aspects importants, la raison d'être, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc on doit se positionner, mais après ça, c'est des décisions de conseil d'administration, évidemment, parce que c'est des décisions qui touchent à la stratégie. Le conseil décide et la direction générale met en œuvre. Alors Thierry, merci. Mamadou Naon, dites-nous quelle solution pour réaliser un diagnostic de maturité Je pense que numérique. les éléments ont été donnés par M. Colatrella, parce que déjà la stratégie, et aujourd'hui les plans stratégiques sont difficiles à élaborer sur le long terme. Nous savons tous que les plans stratégiques sont passés de 15 ans à l'époque, dans les années 80, à 5 ans il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes environ autour de 3 ans de visibilité, et là nous en sommes à moins
avec les différentes pandémies. Donc la stratégie, elle est importante. C'est le chemin. Ça nous déjà en termes d'orientation. Cela est important et en termes même de pilotage pour voir les écarts qui pourraient arriver. Et après avoir élaboré les orientations et le dispositif de pilotage, il est important de pouvoir faire la mise en œuvre effectivement grâce à des plans clairs qui pourraient alors définir les rôles et les responsabilités de chacun. Et là, il est important effectivement en termes de compétences de pouvoir adapter les capacités, comme on le dit, le renforcement des capacités. Nous avons l'avantage d'avoir une génération qui est très encline au digital, à la chose digitale, à la limite qui naît avec la chose digitale. C'est un gros avantage. Un gros avantage. Et quand vous regardez le taux de pénétration du smartphone dans les zones, dans les pays en voie de développement, c'est très intéressant pour beaucoup de secteurs métiers, notamment pour l'inclusion financière, pour la vulgarisation du digital et des services digitaux. Donc aujourd'hui, côté ressources humaines, je pense qu'on peut espérer. Côté stratégie, déjà les délais sont très courts, donc il faut aller vite. Et en termes de métier, il va falloir voir effectivement, comme tout à l'heure, M. Colatrella le disait, aujourd'hui, c'est d'avoir des initiatives qui ont une bonne portée, en fait, et pas une généralisation, pas forcément une transformation tout azimut, mais une transformation, je dirais, très bien réfléchie et qui aura des impacts par secteur d'activité. Ça peut être le secteur, par exemple, de l'agriculture, maîtriser un peu tout ce qui est lié à la météo, tout ce qui est lié aux intrants, tout ce qui est lié au marché financier, tout ce qui est... En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons une bonne partie de notre production du vivrier, par exemple, qui pourrit dans des zones. Il est important de voir un peu comment est-ce que les TIC pourraient être basés, grâce aux bases de données ou à des informations interactives, savoir exactement, par exemple, les opportunités qu'on a en termes de vente de certains produits dans des zones, alors que vous avez des manques concernant ces mêmes produits dans d'autres zones. Déjà, ce sont des choses qu'on pourrait rendre disponibles sur les smartphones. Donc, pour tous les secteurs d'activité, il y a des initiatives. J'ai parlé du secteur agricole là. Il y a un autre secteur qui me tient à cœur, c'est la santé. La santé, si vous avez remarqué, dans nos hôpitaux, nous avons des équipements de plus en plus sophistiqués qui sont pilotés par des ordinateurs. Faites un peu la remarque quand vous allez dans les hôpitaux et que vous faites un peu certains examens, mais souvent ces équipements sont en panne. Parce que justement derrière, il y a toute cette technologie-là qui demande une certaine collaboration entre les métiers classiques, médecine, et le personnel des TIC, les équipes du digital, des télécommunications, des systèmes d'information et autres. Donc aujourd'hui, il va falloir travailler ensemble justement pour pouvoir adresser ces problématiques par secteur d'activité. Santé, éducation, agriculture, ce sont des grands secteurs qui sont très importants pour nous. Pour pouvoir les adresser, il va falloir travailler ensemble justement pour pouvoir avancer. Déjà avoir une stratégie commune. Nous pouvons collaborer sur un certain nombre de sujets et ensuite, en termes de ressources humaines, pouvoir travailler main dans la main justement pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets clés. Mais pas tous les projets, mais des projets structurants qui peuvent aider à transformer certains secteurs d'activité. Ce que je pourrais dire. Oui, vous en tant que professionnel, n'est-ce pas, du numérique, qu'ont obtenu les sociétés avec le plus haut niveau de maturité. Autrement dit, quel avantage concurrentiel ont-ils eu? Mamadou, non. Ce qu'on peut dire, les secteurs, comme on le dit aujourd'hui, nous parlons d'une expression l'ubérisation des métiers. Pour dire qu'il y a certains qui ne sont pas de certains secteurs d'activité qui se retrouvent être les maîtres, les rois, disons, du secteur d'activité. Uber n'a pas de taxi, mais aujourd'hui, tout ce qui est lié au transport par taxi est contrôlé en grande partie par Uber, qui est une plateforme, qui se base sur une plateforme.
Aujourd'hui, vous avez d'autres structures de ce type qui se basent sur des plateformes technologiques pour dominer des secteurs d'activité. Airbnb pour l'hébergement. Ils font la concurrence aujourd'hui à des enseignes qu'on ne citerait pas, qui étaient intouchables il y a quelques années. Aujourd'hui, Airbnb vole la vedette à certains majors du secteur de l'hôtellerie, de tourisme et autres. Donc aujourd'hui, le niveau de maturité, avoir un très bon niveau de maturité est un gage de, comme vous l'avez dit en introduction, de croissance, de stabilité. Mais vous imaginez les taux de croissance aujourd'hui des structures qui produisent la technologie pour les autres entreprises. J'avais fait attention à cela, des GAFAM comme on le dit. Ils ont des taux de croissance entre 20 et 25% en pleine crise. Et ces taux-là ont été boostés vers le haut avec la crise de la Covid. Parce que là, ils ont intégré un certain nombre de produits et qui ont fait qu'aujourd'hui, le télétravail, il fallait utiliser systématiquement leurs produits. Et aujourd'hui, comme M. Colatrella peut-être le disait dans une discussion qu'on a eue tout à l'heure, on perdrait à ne pas aller vers la transformation digitale. Si vous ne vous digitalisez pas. Est-ce que la Covid a permis d'aller plus rapidement, plus vite vers cette numérisation? Je pourrais dire nous a obligés à aller vite sur certains sujets, mais bon, pas forcément, je dirais, de la bonne façon, parce que, surtout le télétravail, mais la Covid a créé aujourd'hui aussi une certaine généralisation du télétravail. C'est selon mon analyse, pour certaines activités, il est difficile de faire du télétravail. Maintenir par exemple des plateformes, les data centers, qui sont de mon secteur d'activité, c'est pas évident. Vous allez me dire, on peut installer des capteurs, on peut voir un certain nombre de choses. Mais si vous avez remarqué, pendant la crise de la Covid et en plein confinement, la qualité de service pour un certain nombre d'activités avait un peu baissé. Parce que pour certaines choses, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut se déplacer. Pour changer une ampoule, par exemple, qui fait de l'éclairage, on n'a pas besoin. Je ne sais pas s'il on peut le faire en télétravail. Donc, il faut faire la part des choses. C'est un bon exemple. Donc, ben, voilà. Thierry Colatrella, dis-nous, disons, je vais prendre un exemple. Je suis une PME, j'ai fait mon diagnostic de maturité numérique, j'ai pris conscience et dans mon esprit émergent de nombreuses interrogations. Dites-moi, quels sont les objectifs à fixer? Ça c'est une bien vaste question. Déjà le premier objectif, c'est un objectif qui est lié. Et dans quel délai? Au périmètre de ce que l'on veut digitaliser dans l'entreprise. Parce que là encore, la digitalisation, elle peut toucher un département de l'entreprise. On peut par exemple décider de digitaliser la fonction RH de l'entreprise. Bon, on peut commencer par là? On peut commencer par là. Et là, je vais vous dire pourquoi je prends cet exemple. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez des générations X et Y, des jeunes dans l'entreprise. Quand ils ont besoin de savoir combien de jours de congé il leur reste à prendre, aujourd'hui, il faut qu'ils fassent une demande à la DRH. La DRH va envoyer un mail. La DRH va envoyer à son équipe pour faire le calcul. Ensuite, l'information va remonter au DRH qui va renvoyer à la personne qui risque de ne pas être d'accord, etc. Si vous avez digitalisé la fonction RH avec la gestion des congés, avec la gestion des couvertures sociales, avec la gestion du salaire, etc., bon, bah écoutez, le salarié va interroger directement la plateforme et aura l'information en temps réel. Donc, on peut commencer par une fonction. On peut, après, avoir une ambition, bien sûr, beaucoup plus large et d'étendre la digitalisation aussi à nos clients. Alors, à d'autres services, et la fonction finance en fait partie, mais après, tout ça est lié aussi avec ce qu'on va proposer à nos clients, parce que il faut quand même pas oublier que c'est les clients qui font vivre l'entreprise, et c'est les clients qui ont des attentes. Et on n'est plus dans une époque où on fixe les règles du jeu que les clients doivent appliquer. Je parle des contrats d'adhésion qu'on connaît sur un certain
certain nombre de produits, mais aujourd'hui les clients ont le choix et ils veulent être choyés, ils veulent être reconnus, ils veulent que l'entreprise attache une attention particulière à eux et les connaissent. Et c'est ça l'enjeu pour demain, c'est d'avoir un service personnalisé. Et l'arrivée de la 5G avec les objets connectés va permettre alors de définir de manière beaucoup plus fine le profil des individus pour pouvoir leur proposer des services évidemment beaucoup plus adaptés. Alors derrière tout ça, bon, il y a tous les aspects liés à la sécurité des données, l'accès à la vie privée, etc. qui sont, alors ça peut faire l'objet d'autres débats parce que ça c'est des sujets qui sont également extrêmement importants. Et puis derrière tout ça, il y a aussi un aspect qu'il ne faudra pas oublier, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité, parce que quand on fait du télétravail, quand on développe de nouveaux produits, quand on a de plus en plus de plateformes numériques auxquelles nos clients peuvent se connecter, eh bien des vulnérabilités naturelles s'ouvrent et des hackers qui sont de plus en plus doués arrivent à pénétrer à l'intérieur des systèmes, réclamer des rançons pour pouvoir déverrouiller les virus qui vous ont mis ou donner les antidotes pour les virus qui vous ont injectés, etc., etc. Donc on est en train là encore de changer radicalement de paradigme sur la manière dont on va gérer les entreprises. Et vous savez que aux États-Unis, justement pour ces problèmes de hacking qui sont de plus en plus importants, le gouvernement, enfin les différents gouvernements essaient de récupérer les hackers pour en faire devenir ce qu'on appelle des ethical hackers, donc les former pour que ils utilisent leurs compétences à rentrer dans les systèmes pour justement mettre des freins, mettre des patchs pour éviter qu'on puisse rentrer dans les systèmes. Non mais vous voyez, on transforme encore là encore les choses, mais ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte parce qu'on a de nouveaux risques, on a de nouvelles expositions. Nous avons longtemps parlé dans cette émission de la transformation digitale des PME. Qu'en est-il des établissements publics? Comment peuvent-elles aussi faire leur mieux? Je crois que là, pour l'administration, et mon collègue M. Naon en parlera plus savamment que moi, mais très concrètement, ce qu'attendent les usagers, c'est aujourd'hui du service. Vous voulez un acte d'état civil, on veut plus se déplacer à la sûreté, au commissariat, je ne sais. On veut aller sur Internet et puis voilà, rentrer son nom, son prénom, son lieu de naissance et obtenir directement son extrait de naissance, obtenir une copie d'acte de filiation, peu importe, votre extrait de casier judiciaire. Voilà, aujourd'hui tout ça, ça doit être automatique et je crois que c'est ce vers quoi il faut s'engager. Il y a déjà des pays dans lesquels ça marche, donc c'est pas technologiquement, c'est pas compliqué à faire. C'est un investissement. Alors il y a à la fois le côté financier à prendre en compte, il y a le côté formation des gens, parce que là évidemment quand on passe du manuel on va dire au totalement digital, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont intervenir et je prends souvent d'ailleurs l'exemple qui est de la caissière de supermarché. J'ai rien contre les caissières de supermarché, mais à partir du moment où on a des caisses électroniques, comment est-ce qu'on va reconvertir tous ces gens-là, parce que vous n'allez pas faire d'une caissière un data scientist en 15 jours, donc il va bien falloir se poser de vraies questions. Et je prends cet exemple et je mets un trait assez fort dessus, parce que c'est vrai pour plein de métiers. Donc ça fait partie des choses aussi à prendre en compte. Mamadou Naon, revenons à l'actualité. La Côte d'Ivoire a accueilli du 9 au 27 août 2021 le 27e congrès de l'UPU, Union Postale Universelle. Il a beaucoup été question de la digitalisation des activités postales. Vous, en tant que spécialiste des questions du numérique, quelle analyse en faites-vous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, M. Tebeu, c'est que si vous ne vous transformez pas digitalement, vous disparaissez. Donc les postes l'ont compris. Lors du congrès, il a été débattu longuement de la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années, concernant tout le secteur postal. Les 4 prochaines années, la stratégie d'Abidjan permettra aux postes de se transformer digitalement. Digitalement, il y a une feuille de route qui est définie avec un ensemble de projets structurants qui ont été proposés, basés surtout sur le e-commerce, basés sur les plateformes de e-commerce,
comme on le dit aujourd'hui, les plateformes de e-commerce, c'est pas compliqué. Vous avez une marketplace, vous avez la logistique, vous avez le paiement. Ces 3 éléments sont à mettre en œuvre dans les différents pays et doivent être assez dynamiques, pouvoir collaborer, coopérer, cela est essentiel. Et également, il faut dire qu'il y a tous les aspects aussi liés à, tout à l'heure, on en parlait, à la sécurité, à la cybersécurité, parce que il y a un aspect qui est très important, le paiement, les transferts d'argent, un certain nombre de choses. Donc il faut adresser véritablement les questions concernant la cybersécurité. Donc il y a la digitalisation des processus au niveau postal, en intégrant le e-commerce et les plateformes, comme je le disais, et il est important aussi de pouvoir sécuriser tout cela. Parce que dans les transferts d'argent, il y a énormément de problèmes liés à la sécurité. Notre émission tire déjà à sa fin. Très rapidement, quel conseil pour finir, pour refermer cette émission? Le conseil que je peux donner, c'est d'y aller. D'y aller, aller à la transformation digitale. Ce n'est pas un choix. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Et M. Colatrella donnait une démarche qui est très intéressante. C'est vous n'êtes pas obligé de tout digitaliser à la fois, au même moment. Vous pouvez voir ce qui est opportun pour vous à digitaliser. En termes même de retour sur investissement, et le retour sur les valeurs peuvent être financières ou non financières. À vous de voir ce qui peut vous permettre de vous entraîner à digitaliser et à vous habituer un peu à cette pratique-là. Et ensuite élargir le champ. Je pense que il faut y aller. Thierry Colatrella, un dernier mot pour refermer cette émission. Oui, monsieur Tebe, bon, écoutez, en complément de ce que disait monsieur Naon, je dirais, allez-y, oui, il faut y aller, ne pas avoir peur, c'est sûr, et surtout faites-vous accompagner, parce que on peut pas faire ça tout seul, on a un problème de temps, on a un problème de compétences, et puis vous savez, quand vous êtes accompagné, il y a aussi la crédibilité qui vient du fait que quelqu'un d'autre qui a pignon sur rue, vous aide à mettre ça en place. Et ça, c'est très important, parce qu'autrement, les projets qu'on veut faire vivre en interne, quand ils sont aussi structurants pour l'entreprise, achoppent souvent et n'arrivent pas à leur terme. Alors que quand vous vous faites accompagner, il y a une probabilité de succès qui est beaucoup plus importante. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Elle portait sur la maturité numérique des entreprises. Merci à nos invités. Thierry Colatrella, directeur des activités conseil pour l'Afrique francophone subsaharienne KPMG, et Mamadou Naon, président du club des DSI, directeur des systèmes d'information. Merci à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. C'est ici donc nous refermons cette émission. Merci, nos programmes se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.